La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. Gilles Laporte est un des rares historiens au Québec à assumer une vocation d'historien public, pour reprendre la belle formule de Pierre Nora. L'histoire pour lui n'est pas une matière morte, c'est une réalité que nous habitons et qu'il nous faut comprendre pour agir librement dans l'histoire à venir. Professeur au Cégep du Vieux-Montréal, il a œuvré depuis plusieurs années déjà à la réhabilitation de la mémoire des patriotes en nous invitant à réfléchir à la signification de leur action pour nos temps présents. Gilles Laporte est un historien engagé dans la cité, je l'ai dit, et il s'est aussi engagé ces dernières semaines dans la commémoration critique du 150e anniversaire de la Confédération canadienne avec l'autre 150e. C'est pour parler de ces deux questions que je le reçois aujourd'hui, et nous aurons donc 1 heure pour aborder ces deux thèmes, à la fois la mémoire des patriotes, parce qu'on a eu l'occasion tout récemment d'en reparler dans l'espace public, comme à chaque mois de février, et ce sera l'occasion aussi de réfléchir sur le 150e et ce que ça peut dire encore aujourd'hui pour les Québécois. Gilles Laporte, bonjour. Et bonjour. Alors, je vous pose une question première sur la mémoire des patriotes parce que vous avez joué un grand rôle dans la réhabilitation, non seulement académique, mais je dirais dans la mémoire populaire de ce que les patriotes ont pu représenter dans l'histoire du Québec. Si je vous demandais de me retracer sur les dernières décennies, appelons ça l'évolution de la mémoire des patriotes dans la société québécoise, de quelle manière nous sommes-nous souvenus successivement des patriotes dans notre histoire récente? Qu'est-ce qu'ils ont représenté d'une époque à l'autre? Est-ce que le souvenir a varié? Est-ce qu'il a passé de positif à négatif, d'oublié à très présent? Alors, je vous lance cette première question sur le rapport des Québécois à la mémoire des patriotes. Ben d'abord, le point de vue de l'historien, ne jamais appeler que nous, oublier que nous sommes d'un point de vue, nous traduisons un point de vue, une réalité, vue par notre lorgnette. Alors, c'est ainsi que je vais répondre à votre question. Au milieu des années 1980, j'étais inscrit à l'université en histoire, je m'intéressais à tout sauf à ma patrie, et donc, on parlait à cette époque des commémorations ma foi, laissez-moi me souvenir, c'était, je crois, le 150e anniversaire des rébellions. Tout le monde s'en fichait complètement parce qu'à cette époque-là, il y en avait que pour l'histoire sociale, les nouvelles réalités, les nouveaux objets en histoire et tous les sujets associés à l'histoire traditionnelle du Québec apparaissaient comme ringards et puis décidément démodés. Comme si on confondait l'objet avec l'angle d'attaque. Donc, je me souviens à l'époque que les rébellions avaient fait l'objet d'une bonne réhabilitation au cours de la Révolution tranquille. Rappelons-nous des écrits à l'époque de Hubert Aquin, de Fernand Dumont, de beaucoup de gens qui s'étaient penchés à ce moment-là sur le sens à porter sur ces événements-là et surtout comment, dans le contexte des années 1960, la Révolution tranquille, comment pouvions-nous les réhabiliter, les réutiliser à des fins toute contemporaine qui concernait à ce moment-là la lutte de décolonisation, etc. Donc, ce travail-là avait été accompli. Des historiens, notamment de la gauche, même de l'ultra-gauche, comme Gilles Bourque, par exemple, ou Anne Légaré, avaient travaillé sur ce sujet-là, essentiellement pour rappeler le passé, la lutte sociale, que ce n'était pas une lutte nationale et qu'il s'agissait d'une lutte où, conjointement anglophone et francophone, s'étaient joints afin de lutter contre l'oppression britannique, qui était en fait une oppression libéraux-capitaliste à l'époque. Je marquerai au passage la contribution un des fondateurs du Parti communiste du Canada, Stanley Breault Ryerson, qui était une espèce d'électron libre sur la scène intellectuelle québécoise des années 1980, 70-80, issu du Canada anglais, culture française étendue, mais en même temps fermement associé ou lié à une lecture marxiste de l'histoire avec les stades de développement du capitalisme. Alors, sa lecture des rébellions avait beaucoup marqué cette génération, à laquelle je me retrouvais tout à coup plongé au début de la vingtaine, et c'est ainsi que j'ai pu assister de près à l'évolution du regard que la société québécoise a tout à coup jeté sur son passé, sur ses patriotes en particulier, et par le fait même sur son rapport à ses origines. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est un virage qui est opéré à la fin des années 80. On se souvient à ce moment-là que l'ultra-gauche s'était totalement défaite de son image nationaliste. C'était Charles Gagnon, c'était les mouvements en lutte, la Ligue marxiste-léniniste d'un côté, et de l'autre, une tendance disons-le, minoritaire au sein de la gauche, qui tendait à davantage lier le sort des exploités québécois avec leur histoire nationale. Cette lecture-là,
elle était minoritaire, elle se traduisait par des gens qui hésitaient encore à affirmer ouvertement dans le public leur attachement à la patrie en même temps qu'à la lutte sociale, mais qui ont fini par se traduire par une voix, tonitruante s'il en est, mais quand même pertinente dans le discours public, celle de Pierre Falardeau. Hein? Oui, bien sûr. Et ça, c'est il faut pas négliger là la contribution de ces sorties, de ces escantes, parce que elles ont pu secouer un certain nombre de convictions sans les fixer, ni non plus encore moins les documenter, mais à tout le moins insister sur une espèce de décalage assez incroyable entre l'analyse qu'on faisait de ces événements-là de 37-38, d'une lecture purement sociale, et la réalité, tout compte fait, qui était profondément nationale. On va donc assister essentiellement à une réhabilitation progressive. Au début des années 90, il y a une réflexion qui se fait jour, c'est celle de la lutte nationale égale la lutte sociale. Cette lecture-là, elle va mener à la réhabilitation d'un courant au sein de l'historiographie québécoise, disons-le, plus néo-traditionnel, consistant à réhabiliter le travail de Gérard Filteau, de Lionel Groulx, de penseurs comme même François-Xavier Garneau, qui à la limite est un historien nationaliste, afin de rééquilibrer notre lecture de ces événements-là. Je ne vous dis pas, M. Côté, à quel point on s'est retrouvé à ce moment-là minoritaire, attaqué de toutes parts, et c'est un travail qu'on a dû mener, mais qui s'est fait d'abord et avant tout au sein des archives, une réflexion profonde sur la lecture authentique qu'on pouvait faire de ces événements. Si vous me permettez une petite... je vous permets avec grand plaisir. Lorsque je me penche sérieusement à ces rébellions au début du doctorat, je me dis, nous faisons face à deux problèmes assez importants. Le premier, c'est que on a un peuple à l'époque qui est peu cultivé, largement illettré, et qui pourtant paraît se passionner pour des discours, ma foi, très élevés, qui concernent le principe de responsabilité ministérielle, celui de la représentation, bref, l'ensemble de ce qu'on appelle les 92 résolutions des Patriotes, d'un côté, et de l'autre, des gens qui n'hésitent pas à braver la mort, à affronter la première armée du monde. C'est en me demandant cette question toute simple. Comment expliquer qu'un peuple passionné et, par définition, un peu naïf, se soit tout à coup, comment je pourrais dire, engagé dans cette aventure qui le projetait dans le siècle des Lumières, dans les grandes réflexions sur le principe du gouvernement par et pour le peuple. J'en suis arrivé au constat que tout compte fait, ces gens-là se battaient d'abord et avant tout pour protéger leur vie, leurs biens, leur famille, leur milieu, leur communauté. C'est ainsi, donc, premier constat que j'ai fait, c'est que on assiste en fait à plusieurs soulèvements. Des soulèvements dans des campagnes, dans des régions où les gens sentaient de manière viscérale que leur condition nationale, disons, le mot était un petit peu prématuré à l'époque, mais leur condition collective était mise en péril par le processus d'acculturation et de colonialisme. D'un. De deux, cette fameuse lecture sociale. Hein, on se souvient de Serge Bernier qui écrit à un moment, s'il y a une affirmation qui nous permet de prouver hors de tout doute que ces rébellions sont le résultat d'une lutte sociale, c'est bien la présence de nombreux anglophones dans le Parti patriote. On pense spontanément aux frères Nelson, à William Henry Scott, à Edmund Bailey O'Callaghan. Peu importe que vous connaissiez ces noms-là, vous êtes au courant de cette rhétorique à l'effet que ces rébellions étaient en fait le résultat d'une lutte sociale liant conjointement des anglophones et des francophones. Comme s'il y avait une forme d'impureté dans le national. On la présumait, mais ce qui est le plus dramatique, peut-être parce que je veux pas lancer la pierre aux sociologues, ce sont largement des sociologues qui ont fécondé cette thèse-là. Peut-être même, je dirais, de génération spontanée, sans véritablement s'appuyer sur une observation attentive des sources, simplement d'une manière empirique, en liant le destin de Papineau avec sa cohorte d'anglophones autour de lui, et en prouvant, par exemple, en ramenant toujours les mêmes arguments, que, par exemple, il y avait au même moment une rébellion dans le Haut-Canada, prouvant hors de tout doute que ce n'était pas une lutte nationale, etc., etc. Et on rappelait, par ailleurs, les revendications patriotes, ce qui est vrai au demeurant, soulevait assez peu la question de l'identité, de la culture et de la langue. Mais là, commence le travail de l'historien. J'y ai passé une 10 ans de ma vie, essentiellement à compter des patriotes. À compter des patriotes à des assemblées, sur des pétitions, lors de réunions. J'ai amoncelé une quantité fantastique de notices biographiques, qui sont d'ailleurs toutes disponibles sur le web, là, à 1837.qc.ca. Les gens sont invités à consulter le nom et l'identité de tous ceux et celles qui ont participé à des événements publics, grosso modo, entre 1830 et 1837. Or,
c'est affligeant, ça saute aux yeux. On aura beau impliquer là-dedans l'âge moyen, la religion, mettre en cause l'origine culturelle, sociale, placer la profession de chaque individu, un fait demeure. Il n'y a aucune variable plus puissante que l'appartenance linguistique ou ethno-linguistique pour expliquer la ventilation, c'est-à-dire si on se range du côté des patriotes ou celui de leurs adversaires, les fameux loyaux. Dans tous les cas, qu'on tienne compte seulement du leadership, la tête dirigeante, ou encore plus évident, si on regarde l'ensemble du membrariat, un fait demeure, ce sont des francophones contre des anglophones. Ça se retrouve même jusqu'en prison, où tout compte fait, sur les 1244 personnes arrêtées, attention, 18 n'étaient pas des franco-catholiques. Alors, dans circonstances, attention. Donc, ce constat, il fait aucun doute. Mais est-ce que ça nous permet de dire que c'était une lutte nationale pour autant? Là, il faut être prudent. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment d'une communauté ethno-linguistique qui s'est soulevée. Et j'expliquais un peu plus tôt, pour des raisons sans doute viscérales, qui relevaient d'abord et avant tout de son identité nationale, proto-nationale, dirais-je. Parce que une conscience nationale émergente, mais qui n'est pas encore pleinement formée. Il va presque falloir attendre Garneau, en quelque sorte, pour que le destin de la nation soit raconté. J'utilise parfois l'image suivante que je trouve assez belle. J'ai hâte qu'un romancier ou un cinéaste s'y attaque. Falardeau l'a effleuré dans son film, mais pas autant qu'il le faudrait. C'est-à-dire que cette conscience nationale émergente, fragmentaire, il en existe d'ailleurs encore toujours des traces en 2017, c'est cette fameuse identité paroissiale. L'historien Alan Greer utilise la très belle image de république paroissiale pour définir cet ensemble de petites communautés soudées, très soudées, tricotées, serrées, on retrouve dans la vallée du Saint-Laurent. Or, pour l'habitant du Québec en 1837, son identité est d'abord paroissiale, villageoise, bien sûr familiale et clanique. Cependant, ça sera l'immense génie, dirais-je, du Parti patriote et de Papineau en particulier, d'avoir tenté de fédérer ces diverses formes d'appartenance locale au sein d'une identité plus, comment je pourrais dire, dans son esprit plus noble, plus citoyenne, consistant à identifier donc les idiosyncrasies, c'est-à-dire ces formes communes de mécontentement à l'échelle locale. Alors, la plus belle, vous parliez de Garneau, c'est intéressant, mais Garneau va prendre du temps à descendre dans le discours public. J'identifierais davantage cet emprisonnement là, de plus de 1000 personnes venant de toutes les paroisses du Bas-Canada et qui sont retrouvées, moi je pourrais dire, dépenaillées dans la prison de Montréal et qui ont pu à ce moment-là ils ont tout le loisir de mettre en commun leurs sources de mécontentement. Pour la première fois, on assistait à des assises nationales du peuple québécois. Or, ces assises-là, ils ont lieu dans les fers, en prison, où les gens de Kamouraska peuvent à leur aise discuter des problèmes de Vaudreuil, de Trois-Rivières, de Québec. Pour la première fois, les États généraux du Canada français ont lieu, mais en prison, à la veille des pendaisons. Je trouve cette image très forte parce qu'elle renvoie à l'origine du nationalisme québécois. Un nationalisme qui est né dans la douleur, dans l'épreuve, dans la répression et qui va constamment avoir à invoquer par la suite cette image de souffrance au moment parfois de se rappeler qui il est au juste. Vous avez répondu sur la question essentielle de l'évolution de la sensibilité historienne sur la question des patriotes. Vous évoquez aussi la signification du mouvement, c'est-à-dire le rapport au national. Je poserai aussi la question sur le plan de la mémoire populaire. Est-ce qu'on peut dire que, suite aux rébellions, suite à ce que d'autres appellent la révolution avortée, suite aux insurrections, les termes sont nombreux et désignent différentes lectures de la chose, est-ce qu'on peut dire que ces insurrections sont restées dans la mémoire populaire d'une manière ou de l'autre tout au long du 19e siècle, tout au long de la première partie de moitié du 20e siècle? On pourrait dire le jeune Québécois qui apprenait son histoire à l'époque, le jeune Canadien français qui se tournait vers les décennies précédentes, est-ce qu'il avait une mémoire vive des patriotes ou est-ce que c'était une forme de mémoire honteuse qu'on avait laissée de côté? Alors, vous avez raison de rappeler le rôle dans la mémoire collective. Il y a peu d'événements, on pourrait peut-être mentionner aussi la conquête, mais à part les rébellions, il y a très très peu d'événements qui sont également présents dans la public. Dans mon cas à l'université, je parle d'un bruit. Il y a un bruit constant dans la société civile à propos de ces événements-là. On n'a qu'à penser aux commémorations de la Journée des Patriotes, ou celle de la Journée nationale des Patriotes, peu importe. Elles n'ont pas quitté l'espace public. Et cela est un bien. Il faut entretenir ça. J'ai vu des historiens combattre ce bruit, essayant de le mettre en sourdine, comme s'il n'existait pas. On a même vu des historiens renoncer au niveau universitaire à étudier ce sujet-là, parce qu'ils l'abandonnaient à la prédation populaire. Ce qui est odieux, c'est triste, parce que on a une belle occasion avec ces événements d'essayer de connecter la recherche historienne avec la mémoire
populaire. Revenons à votre question. Effectivement, on a pu entendre, puis c'est largement fondé, qu'au lendemain de ces événements-là, pour au moins 60-70 ans, il y a eu une forme de chape de plomb qui s'est abattue sur cette mémoire. On en a encore des traces, ça devient tout à coup honteux, etc. Et on en a encore des fragments. Je vous raconte une anecdote qui est intéressante. Je visitais des maisons qui avaient été habitées par des patriotes et parfois je jouais un peu à mon l'enquêteur, etc. Or, je tombe sur une maison, celle de Narbonne, à Saint-Mathieu-de-la-Prairie. Narbonne a été pendue en février 1839. Alors, je demande au propriétaire, « Hey, savez-vous que votre maison, on l'appelle la maison du pendu? » Alors, il me dit, oui, je sais ça. C'est parce qu'il y a un vieux grand-père qui s'est pendu dans le grenier. C'est très intéressant. Il s'appelait Steve. Il habitait la maison. Il ignorait totalement son histoire. Il savait cependant que sa maison se faisait appeler la maison du pendu. Mais il avait à ce point intégré la mémoire de l'oubli qu'on avait fini par déformer l'origine et mon Dieu, le destin assez glorieux de cette maison pour la réduire à un suicide pathétique. Je pense que c'est révélateur d'un pan de notre histoire qui est entretenu largement, avouons-le, par un certain clergé. Un certain clergé qui a eu à réfléchir sur comment intégrer cette lutte qu'on fait, faut l'avouer, républicaine et libérale dans le parcours national du Québec. Pour l'histoire providentielle, on sait que elle commence avec les martyrs jésuites, elle se poursuit avec le travail extraordinaire de Marie de l'Incarnation, de Jeanne Mance. Je vous laisse je vous fais grâce des principaux épisodes. Et on va retrouver ensuite les frères missionnaires jusqu'à la mémoire du curé de campagne, si précieux pour la préservation de notre culture. Or, dans ce récit-là, la lutte patriote fait désordre. Et c'est un grand mal pour, à la fois, je crois, pour l'Église du Québec et pour les patriotes, que d'avoir essayé d'occulter cette mémoire. C'est là, si vous me permettez, c'est là le travail extraordinaire de l'abbé Lionel Groulx. Lionel Groulx, au début des années 1920, lui, prend le problème à bras-le-corps. C'est-à-dire qu'il se dit, il souhaite profondément réhabiliter la nation et nos origines catholiques, qu'elle renoue tout à fait, et ne peut plus vivre avec cette occultation du passé patriote. Il va donc confier à un de ses élèves, Gérard Filteau, le soin de reconstruire cette mémoire. Ça va être un ouvrage magistral qui est encore jusqu'à nos jours constamment réédité, Histoire des patriotes, initialement paru lors du 100e anniversaire en 1937, et qui fait ce travail laborieux, exigeant mais nécessaire, consistant à reconnecter la lutte des patriotes avec celle de la lutte séculaire du Canada français, y compris son passé catholique. Ce travail va être critiqué. Ce travail, cependant, constitue depuis un jalon essentiel. On peut donc marquer, autour des années 1930, un travail de réhabilitation qui va faire en sorte que les rébellions vont pouvoir reprendre leur place à la fois dans ce que j'oserais appeler le récit national, puis aussi redevenir un sujet d'étude légitime, quand on sait que le clergé était très largement responsable de la plupart des études historiques qui se menaient à l'époque au Québec. Ce travail-là, essentiel, va ensuite, ça débouche. C'est littéralement, l'ouvrage de Filteau ouvre des perspectives. Tout à coup, on peut parler des patriotes. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y avait à ce moment-là quelque chose comme une attente populaire qui s'est révélée avec la publication du livre de Filteau, avec le travail de l'abbé Groulx, comme si une mémoire refoulée remontait à la surface, ou est-ce qu'il s'agit vraiment d'une reconstruction à partir de la base de la mémoire collective? Oui, avant Groulx, il y avait eu un travail entrepris, par exemple, de la part des libéraux. Ça s'était fait. On pense à des gens comme Louis Fréchette, par exemple, ou tout simplement des gens comme Laurent-Olivier David, qui avait fait un travail, mais c'était pas étonnant de la part de Rouge, c'était pas étonnant de la part de libéraux que tout à coup on se mette à célébrer les patriotes, le républicanisme et le libéralisme. C'était en fin de compte un bon procédé pour eux à des fins électoralistes. Le travail au sein de la mémoire populaire va venir au début du 20e siècle, très intéressant. En 1922, lors du défilé de la Saint-Jean-Baptiste, un premier char allégorique consacré à nos patriotes. C'est très intéressant qu'avant que l'abbé Groulx le saisisse puis se mette au travail, il y a un travail de réhabilitation qui se fait. Ce boulot-là, il est fait beaucoup par des écrivains. Je pense par exemple à Marie-Claire d'Aveluy, qui est une
une bonne catholique qui a écrit des ouvrages d'édification proches de Laure Conan à l'époque et qui se met à écrire des récits pour les enfants cadrés dans 1837. Robert de Roquebrune fait le même travail. Donc c'est un travail de culture populaire. On voit des gens, par exemple, renouer avec certaines traditions, les chansons, par exemple. Hein. Les chansons sont toujours produites au début du 20e siècle qui rappellent la lutte des patriotes. Il n'y a pas que un Canadien errant, là. Des chansons innombrables jalonnent cette mémoire, une mémoire de douleur quand même. Hein. Oui, bien sûr. Il s'agit pas de parler de nos héros, il s'agit plus de parler de nos martyrs, en règle générale. On pense notamment aux monuments. Si vous vous baladez, notamment dans la région de Richelieu, mais aussi dans la région de Montagne, vous verrez de nombreux monuments qui datent à peu près tous d'entre 1920 et 25. Très intéressant. À une époque où le Québec commémorait son passé. Il y a eu une parenthèse dans notre histoire où on construisait des monuments. Mais c'est l'action nationaliste des années 20 sous l'œuvre du chanoine. Prodigieux. On voyait toujours la contribution de la Société Saint-Jean-Baptiste mais il y avait quand même la Commission des monuments nationaux à l'époque qui érige bon nombre de monuments, notamment en l'honneur des patriotes, et on voit toujours cette notion-là de martyr, de gloire, de rupture. On pense à la liberté aux ailes blessées, brisées. C'est donc une mémoire martyre, une mémoire sacrificielle, mais qui est une mémoire quand même et qui tout compte fait positive. J'aimerais vous conduire jusqu'à notre présent partiellement. Vous évoquez très justement le fait que les patriotes, c'est une mémoire martyre, une mémoire douloureuse. Or, dans le Québec contemporain, on pourrait dire qu'il se veut radicalement normal, qui veut effacer souvent sa part de douleur, comme s'il s'agissait d'une histoire qui ne nous concernait plus, sinon à la manière d'une forme de nationalisme mélancolique, bon pour les esprits chagrins. Comment la mémoire des patriotes, qui est une mémoire douloureuse, une mémoire de l'inachèvement, peut-elle encore interpeller, ou comment en fait interpelle-t-elle encore, comme on le constate souvent, une partie des jeunes générations? Qu'est-ce qui, dans ce récit, malgré sa part douloureuse, sa part sous le signe un récit écrit à langue des martyrs, pour le dire ainsi, qu'est-ce qui interpelle dans les jeunes générations, et plus largement dans la société québécoise, qu'est-ce que réveille cette mémoire des patriotes? Une anecdote, la Journée nationale des patriotes. C'est à la fin des années 1990 qu'un groupe de l'Estrie devient l'instigateur d'une initiative fort intéressante consistant à commémorer les patriotes par un jour férié, chômé, obligatoire, bref, une vraie journée commémorative. C'est très intéressant parce que j'étais de ceux qui, à l'époque, voyaient très, très bien que cette mémoire des patriotes qu'on avait réactualisée au moment de la Révolution tranquille, dont on avait complètement, comment je pourrais dire, dénoué, éludé le passé martyr pour en faire, au contraire, des précurseurs de la lutte. Mais voilà, c'est-à-dire ils annonçaient les victoires futures plutôt qu'être des vaincus des temps anciens. Ça, il faut quand même le reconnaître, c'est une des contributions de l'histoire sociale. L'histoire sociale a contribué à montrer la modernité, la pertinence, bref, à l'actualiser dans le présent. Aujourd'hui, on peut être critique envers ce processus-là qu'on a poussé beaucoup trop loin, là, consistant à projeter nos passions du présent dans le passé. Mais il demeure que des coïncidences étaient incroyables. En 1837, on retrouvait beaucoup le Québec de 1990 avec à peu près la même répartition de francophones, d'anglophones, des mêmes enjeux concernant la démocratie, la corruption, le pouvoir populaire, etc. C'est extraordinaire les coïncidences qui apparaissaient. Et donc, cette pertinence-là, on la voyait dans la rue, on la voyait quand on parlait avec les jeunes. Je me souviens encore, au lendemain du référendum de 1995, si on pouvait critiquer le nationalisme, la démarche du Parti québécois, le terme patriote et patriotisme gardait non seulement sa pertinence, mais en plus, gardait son pouvoir évocateur, sa charge extraordinaire. Je l'ai vu autant comme autant, et à bien des égards, j'ai essayé de mettre de l'avant ce point de vue-là pour montrer effectivement combien ce passé-là, il est riche en leçons, et à ce seul titre, c'était un travail que je croyais méritoire. Or, la Journée nationale des patriotes, le gouvernement Landry à l'époque se laisse tirer l'oreille. C'est très intéressant, je me suis retrouvé à une table où il y avait avec moi Pierre Falardeau et Georges Aubin, en fait, qui était un nationaliste pur jus. Un spécialiste de La Fontaine, je me trompe. Parfaitement, un historien qui a beaucoup travaillé, mais qui est aussi un homme de passion. Et question de date. Alors, Pierre Falardeau, il va avec son 15 février. Il dit, il faut célébrer le 15 février, il faut avoir une journée fériée. Pourquoi? Parce qu'on était pendus. C'est très intéressant. Et selon moi, même si c'est un homme bien de son temps, il traduisait justement ce que vous appeliez la mémoire martyre. Hein? Il faut que cette journée-là soit consacrée à l'expérience de la douleur et donc de la colère. Pour Georges Aubin, c'était le 23 novembre qu'il fallait notre victoire. Ouais. On célèbre les victoires, on célèbre les grandes batailles, on célèbre
célèbre le fait qu'on ait tué ce jour-là plus d'anglais que de français. Et c'est très intéressant. J'arrive, moi, non, il faudrait plutôt célébrer un exercice démocratique. C'est là que je suis arrivé avec cette idée de célébrer les assemblées publiques qui démarrent au printemps 1837. Et là, comme par hasard, se trouvait le jour de la reine avec lequel on savait pas quoi faire à l'époque et qu'on a décidé... J'ai gagné. Je savais que c'était un petit peu opportuniste parce que ça voulait dire qu'on faisait simplement changer le nom d'un jour férié existant, mais il demeure. J'ai bien vu ce jour-là autour de la table 3 points de vue, c'est-à-dire est-ce que devrons célébrer la mémoire martyre, cette mémoire triomphale et victorieuse, ou simplement cette expérience démocratique qui fascine encore beaucoup les jeunes, le fait que des dizaines de milliers de Québécois se soient réunis non pas pour tuer des Anglais ou renverser le gouvernement, encore moins pour faire du désordre, mais au contraire se livrer à cet extraordinaire exercice démocratique consistant à ce que le peuple crée lui-même ses institutions, revendique, prenne la parole lors de grands meetings en plein air qui ont commencé autour du 10 mai 1837 et qui se sont prolongés tout le long de l'été. C'était à la fois méconnu et selon moi l'expérience la plus enrichissante et la plus pertinente que pouvaient nous procurer les patriotes dans le contexte de l'époque. On arrive bientôt à la pause. Je me permets néanmoins une question bien prosaïque en l'espace d'une minute et demie. Souvent, dans les temps anciens, quand j'étais militant politique et que j'allais sur la rive sud de Montréal, c'est le seul endroit où on me disait, lorsque venait le temps de voter, je vote patriote. Quand au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Québec, en Gaspésie, sur la rive nord de Montréal, sauf peut-être à Saint-Eustache, mais encore là, pas vraiment. À Laval, à Montréal, j'entendais jamais ça, mais sur la rive sud de Montréal, on entendait « je vote patriote ». Est-ce que c'est directement connecté à la mémoire des insurrections, cette formule, et est-ce qu'elle existe encore d'une manière ou de l'autre? C'est un combat personnel qui est à la fois national, personnel, mais aussi basé sur les faits historiques. Les rébellions furent un phénomène pan-québécois. C'est à tort qu'on l'attribue à un phénomène purement montréalais, essentiellement. Les batailles se sont déroulées dans la région de Montréal pour des raisons géopolitiques, parce que la frontière américaine est à proximité, etc. Mais lorsqu'on regarde les assemblées, lorsqu'on regarde la mobilisation, il s'est étendu de l'Outaouais à la Gaspésie. Et c'est toujours pour moi une très, très grande fierté de le rappeler aux gens. J'avais d'ailleurs un groupe la semaine dernière à qui j'ai livré une conférence, des gens de l'Abitibi, qui consacrent leur travail de session, toute une classe, aux rébellions de 37-38. Je leur ai montré à quel point c'était une très bonne idée. En concluant, je vais simplement rappeler que cette extraordinaire mobilisation partout, on la voit dans cette grande fierté, cette fierté que je vois partout réveillée. Et lorsque on m'a demandé de consacrer un petit livre disponible pour le public qui s'appelle Brève histoire des patriotes, j'ai décidé une chose, je vais faire une histoire régionale des rébellions pour rappeler aux gens de la Beauce qu'ils ont eu leurs patriotes, aux gens de Québec qui les ont eu les leurs, les gens de la Rive-Sud, les gens de l'Outaouais, les gens de la Mauricie peuvent aussi se targuer d'avoir eu de glorieux patriotes. Alors Gilles Laporte, je vous remercie infiniment pour cette première partie de l'émission. Nous revenons après la pause avec la deuxième partie de notre entretien sur l'autre 150e. Chers amis, nous sommes de retour à la Vie des idées avec Mathieu Bock-Côté. Je reçois aujourd'hui, sous le thème Gilles Laporte, historien public, je reçois donc Gilles Laporte, grand spécialiste de l'histoire des patriotes, qui a consacré de nombreux travaux, non seulement des travaux académiques, des travaux scientifiques aux patriotes, mais aussi qui a travaillé à réhabiliter leur mémoire sur le plan populaire, à faire connaître finalement cette expérience singulière de notre histoire que sont les insurrections, que sont les rébellions. La deuxième partie de notre entretien, nous la consacrerons à un engagement présent de Gilles Laporte dans un autre enjeu qui relève de l'histoire publique, de l'importance des commémorations, de l'importance politique de la mémoire. Gilles Laporte s'est engagé tout récemment dans ce qu'on pourrait appeler l'autre 150e. On sait, le Canada commémore son 150e, le 150e anniversaire de la Confédération cette année. Et on a droit à une forme de festival de propagande en provenance d'Ottawa qui cherche à canadianiser la mémoire non seulement collective, mais la mémoire québécoise notamment. C'est-à-dire que l'histoire québécoise n'est plus une histoire à part entière, mais est un morceau de l'histoire canadienne. Et des historiens, des militants politiques, des leaders politiques se sont rassemblés autour de l'autre 150e pour à tout le moins semer quelques points d'interrogation autour de cette propagande mémorielle fédérale. Alors, Gilles Laporte, vous êtes une figure centrale de cet autre 150e. Si vous deviez décrire cette contre-attaque, cette riposte au discours fédéral, comment le décririez-vous? Si vous me permettez, décrivons d'abord l'attaque elle-même. Bien sûr. Et je vais peut-être vous étonner en vous apprenant ce matin que l'opération L'Attaque, si vous voulez, ou l'opération Canada 150 est d'ores et déjà un échec. Attention, c'est un échec et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle.
situons un peu le contexte. On ne peut pas comprendre ce qui se déroule à l'heure actuelle si on oublie le passé, presque 10 ans de régime conservateur à Ottawa. Bien sûr. Et qui, eux, assumer la mémoire historique avec une vigueur et un volontarisme sans précédent. Mais les conservateurs avaient préparé le 150e comme un moment de rebranding de l'identité canadienne, comme on dit. Le 150e devait permettre de redéfinir dans une perspective conservatrice l'identité canadienne. Ils ont quitté le pouvoir au moment où la chose devenait possible, mais néanmoins, il y a encore un 150e au menu. Exactement. Alors, c'était exactement voulu comme un crescendo. Précédemment, on s'était fait on avait posé ces marques lors du 400e de la ville de Québec en 2008. On avait vu comment, par exemple, M. Harper avait comparé Samuel de Champlain à Michael Jean à l'époque. Là. Et ça s'était poursuivi dès l'année suivante avec les commémorations du 250e de la bataille des Plaines d'Abraham. On se souvient, on avait souhaité organiser un vaste banquet où Wolfe aurait serré la main à Montcalm. Après avoir fait une espèce de jeu de rôle sur les Plaines d'Abraham. Ça ne s'est pas arrêté là. On va ensuite poursuivre avec les commémorations entourant les batailles de la Première Guerre mondiale. Puis, ça a été, comment oublier 1812, le bicentenaire de la guerre entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. En d'autres mots, et ça mérite quand même toute notre attention, avec de manière assez conséquente, cohérente, le gouvernement Harper et son ministre du patrimoine James Moore avaient alors entrepris une véritable reconstruction du passé historique. Mais ce qui est intéressant du point de vue de l'histoire, c'est qu'en s'attaquant à la pâte historique elle-même, et non pas par de lointaines évocations, comme nous y ont habitués les libéraux fédéraux, qu'on pense par exemple à Expo 67, etc., où le Canada et son histoire sont essentiellement évoqués, dirais-je, d'une manière onirique, mais sans les pointer des éléments précis. Or, et pour cause, parce que le Canada a été fondé par des conservateurs. Et si on regarde avec le recul les événements qu'ont surtout souhaité souligner les conservateurs, ça rappelait la contribution de grands conservateurs à l'époque du William Pitt de la guerre de la conquête, à l'époque Perceval, premier ministre de Grande-Bretagne, qui affronte les méchants Yankees en 1812, ou durant les guerres mondiales, Robert Borden, premier ministre du Canada. Le patriotisme militaire des conservateurs, en quelque sorte. Exactement. Et c'est tout à fait instrumentalisé, mais néanmoins, on peut imaginer dans le contexte, par exemple, pensons au bicentenaire de John A. Macdonald. 200 ans, on crée la journée Sir John A. Macdonald. On organise de vastes événements, tous plus ou moins réussis, mais néanmoins soulignant la contribution du fondateur du Canada. Et ce qu'on apprend maintenant, c'est que les libéraux, au moment de souligner la mémoire de John A. Macdonald, le chasse des billets du 10$ pour le remplacer par le portrait d'une militante noire de la Nouvelle-Écosse. Dans cette perspective-là, la Confédération, 150 ans d'histoire du Canada, c'était l'événement conservateur par excellence. La Confédération a été créée par le Parti conservateur de la tête aux pieds, et ils ont si bien fait leur travail en 1867 que les conservateurs sont restés au pouvoir 30 ans à Ottawa, 35 ans à Québec. C'est vous dire combien ils ont bien réussi à poser les jalons. Alors, on va rien comprendre au 150e à l'heure actuelle si on oublie que Justin Trudeau et sa nouvelle ministre du patrimoine, Mélanie Joly, n'ont rien à faire de ça. Ils sont mal à l'aise avec ce 150e-là. Les budgets avaient été alloués, les annonces avaient été faites. Ils se retrouvent un petit peu avec une mémoire qu'ils ont de la difficulté à gérer. Si vous me permettez, je vais vous expliquer pourquoi. La première raison, c'est parce que historiquement, les libéraux hésitent toujours à aller jouer dans l'histoire, c'est-à-dire à poser à un regard rétrospectif sur l'histoire, parce que leur clientèle historiquement, n'est pas une clientèle qui a beaucoup à faire avec les fondements historiques du Canada. Harper et son ministre du patrimoine étaient fort à l'aise à rappeler que le Canada, à l'époque, était une colonie britannique, que la reine y jouait un rôle prépondérant et que ses assises étaient à bord et avant tout anglo-saxonnes. Et ce qui est au cœur de l'identité canadienne, c'est de ne pas être américain. Oui, oui. Tout ça est à la fois vrai sur le plan historique et tout à fait dans la continuité conservatrice. Or, les libéraux, eux, où ont-ils été chercher des voix lors de leur élection en 2015? C'était chez les communautés culturelles, chez les groupes qui manifestent leur mécontentement par rapport au passé historique. Et d'ailleurs, on voit lors de divers selfies que Justin Trudeau se fait régulièrement rappeler qu'il a des obligations de reconnecter avec ses engagements envers ces multiples communautés qui se manifestent aujourd'hui dans l'électorat
et qui ont voté libéral. Ce qu'on pourrait appeler moins le Canada de 1867 que le Canada de 1982. Exactement. Parce que entre aujourd'hui et 1967, il y a justement eu 1982. Rappelons le centenaire. Tout le monde a un souvenir plus ou moins vif de les commémorations Terre des Hommes, l'Expo qui célébrait le centenaire de la Confédération. Alors, ce qui est intéressant à cette époque-là, c'est que un Lester B. Pearson pouvait encore parler d'un Canada bilingue. Il pouvait, rappelez-vous, là, c'était le biculturalisme, c'était la grande promotion des deux peuples fondateurs. On pouvait encore jouer dans ce film-là en 1967 et on pouvait ainsi établir une continuité de la fondation de la Confédération. À tout le moins, on pouvait sauver les apparences pour prouver que le Canada était un projet assez conséquent sur son premier siècle d'existence. Depuis, plus rien de ça n'est possible. Le Canada a connu une mutation révolutionnaire, en quelque sorte. Il a explosé, c'est-à-dire il a explosé dans ses diverses formes d'appartenance. Il n'est plus biculturel ni binational, il est multiculturaliste, il fait la promotion de la différence, il est également engagé dans une forme de réhabilitation parfois assez malsaine, consistant à aller chercher les zones de douleur dans son histoire. On a remis au jour le passé terrible des communautés autochtones, on a remis au jour les communautés emprisonnées durant la guerre mondiale, les excuses se sont multipliées, c'est devenu une nation expiatoire. C'est une forme de fierté pénitentielle, c'est-à-dire nous nous trouvons beaux de nous trouver si laids. Alors, comment dans le contexte de 2017 interpréter cela, c'est que pour Justin Trudeau, retourner dans l'histoire du Canada, c'est retourner dans ces diverses zones de douleur, c'est rouvrir des plaies. On a et tout compte fait, oui, bien sûr, il y a des commémorations, oui, il y a à l'heure actuelle des sous qui sont dépensés, mais pratiquement rien à propos de l'histoire. C'est-à-dire que on célèbre une identité évasive, générale, mon Dieu, bonne ententiste, mais je n'ai vu que très peu de manifestations visant à souligner certains événements, les jalons de notre histoire. Pourquoi? Parce qu'ils sont chargés de douleur. Et chargés de douleur pour qui? Pour, en particulier, la clientèle du Parti libéral du Canada. Alors, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, même si on nous a annoncé des centaines de millions de dollars, cet argent-là, il est, pour l'instant, je regardais, consacré à des causes plus ou moins générales, comme la gratuité des parcs nationaux, comme l'embellissement des villes, et surtout, on fonctionne par commandite, c'est-à-dire qu'on alloue des sommes à des organismes dont la vocation est très diverse, mais qui, à bien des égards, n'ont rien à voir avec l'histoire du Canada. Et pourtant, le mouvement souverainiste québécois, le mouvement national, croit nécessaire de contrebalancer le discours fédéral. Donc, vous avez tout à fait raison de dire que la commémoration canadienne avait été pensée dans une perspective conservatrice. L'échec des conservateurs en 2015 a créé les conditions d'une transformation du discours commémoratif. On va moins célébrer le Canada dans son histoire, qu'on va célébrer l'utopie canadienne post-nationale et diversitaire. C'est un peu le fonds de commerce des libéraux aujourd'hui sur le plan idéologique. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un 150e. Il n'en demeure pas moins que c'est l'occasion, à certains égards, pour imposer une forme de canadianisation de la mémoire au Québec. Est-ce que les Québécois, comment réagissent-ils par rapport à ça? Et comment les souverainistes cherchent-ils à se positionner par rapport à ça? Je m'explique en un mot. En 1917, pour le 50e de la Confédération, on sait que une figure comme Lionel Groulx, l'Action française de Montréal, qui venait d'être lancée, avait jeté un pavé dans la mare en faisant une critique très vive du 50e. Le Canada, finalement, c'était une histoire qui était un échec, nous disait-il. En 1927, on nous dit, effectivement, on va commémorer, mais on va commémorer encore une fois l'histoire d'un échec. Donc, chaque fois qu'il y a eu un événement, on pourrait dire en même 1967, c'est l'avenue du Général de Gaulle qui gâche un peu la fête, pour le dire ainsi. Alors, quel est aujourd'hui, 150 ans après la Confédération, quel est le propre d'un discours québécois sur l'événement? Qu'est-ce qu'on peut faire entendre dans ces événements? En quoi l'autre 150e est-il utile? Or, a priori, les Québécois, surtout les patriotes québécois, ont toutes les raisons de se réjouir de l'incapacité d'Ottawa à véritablement reconstruire un nation building dans le contexte actuel. Mais en fait, les problèmes qui affligent Ottawa affligent aussi le Québec. Et cette question-là des diverses formes d'identité qui émergent et qui veulent aussi des excuses dans l'histoire, elle touche autant le Québec. Et
Par ailleurs, lorsqu'on peut ironiser et sourire à la difficulté d'Ottawa de revenir sur son propre passé, mais nous n'éprouvons pas moins cette difficulté. Vous avez tellement raison de rappeler la lutte séculaire menée par les Honoré Mercier, les Lionel Groulx, les Var Asselin, les Armand Lavergne. Or, cette mémoire-là, on ne l'utilise plus. Lorsque je m'adresse à des auditoires là, de convaincus et que je leur rappelle les misères d'Ottawa, je leur rappelle également la difficulté des Québécois à regarder franchement leur histoire. Le plus bel exemple, c'est bien sûr notre passé catholique. Comment peut-on se pencher sur notre histoire, faire la leçon à Ottawa si nous ne sommes pas nécessairement nous-mêmes en mesure d'assumer l'étendue, la profondeur de notre histoire? Oui, on se contente en somme d'une espèce de discours parcellaire, fragmenté, celui de post-révolution tranquille, comme si ce qui l'avait précédé était sans importance. Mais ça a de l'importance parce que les luttes actuelles ne peuvent trouver leur sens que dans la continuité de ces luttes-là. Et ça, c'est quelque chose auquel les Québécois doivent venir. L'objectif de l'autre 150e consisterait peut-être justement à aider les Québécois à reconnecter avec leur propre passé, à comprendre la filiation des luttes. Parce que cette lutte-là, je la distinguerai en 3 périodes. Il y a l'échec, parce qu'on peut parler ici d'un échec de la Confédération de 1867, n'est pas inscrit au départ. Ça va être une suite, en somme, de promesses brisées. Et la première promesse brisée, on l'a pratiquement oubliée, c'est envers les droits des francophones, notamment à l'extérieur du Manitoba. Québec. Exactement. L'encre de la Confédération n'est même pas sèche que déjà on abolit les droits scolaires au Nouveau-Brunswick dès 1873, au Manitoba en 78 et dans toutes les autres provinces ensuite. C'est terrible. Et cette lutte-là, des Québécois vont la mener. On pense bien sûr à Groulx lors du combat contre le règlement 17 en Ontario, mais aussi Henri Bourassa. C'est un combat que toute une génération de nationalistes québécois va mener. Ensuite, ça va être la lutte contre les empiètements d'Ottawa. Rappelons les guerres mondiales qui vont être l'occasion pour Ottawa d'envahir des champs qui étaient au sens strict réservés aux législations provinciales. Cette lutte va être menée au Québec par René Chaloux, par Lionel Groulx, bien sûr, lors de la commission Tremblay. On pourrait ajouter par Maurice Duplessis aussi, qui dans l'après-deuxième guerre mondiale, avec la thèse de l'intégration lucide portée par un Maurice Lamontagne, qui consistait à vouloir presque abolir pratiquement l'existence des provinces tout en les conservant formellement. C'est une longue bataille, celle pour la défense de l'autonomie provinciale. Et c'est une bataille exemplaire dont il y a beaucoup de leçons à tirer. On se retrouve cependant aujourd'hui incapable de régénérer cette histoire-là. D'articuler les différentes phases de la mémoire dans une continuité nationale. Et si vous me permettez, on se retrouve aujourd'hui, lorsque des nationalistes prennent la parole et essaient d'invoquer l'histoire, si vous me permettez, toujours dans l'argumentaire de 1995. Comme si l'histoire commençait avec le coup de force de 1982, ensuite l'échec du lac Meech, et ainsi de suite. Comme s'il n'y avait que le récit qui est extraordinaire, là. C'est une tempête parfaite, 1995, mais elle appartient à ce contexte. Le boulot de l'autre 150e pourrait justement consister à reconnecter avec les luttes historiques qu'on a menées afin de les remettre à contribution dans leur caractère exemplaire puis édifiant. Je vous relance néanmoins sur cette question de la continuité historique qui est probablement la plus importante. Les Québécois vivent, vous le savez, nous le savons, avec l'idée d'une rupture profonde en 1960 qui est réelle, mais qui se veut quelquefois non seulement rupture fondatrice, mais aussi répudiation. L'ensemble des combats que vous évoquez, celui pour les francophones hors Québec, celui pour la défense de l'autonomie provinciale à un moment où le Canada tentait de se construire dans une forme de modernisation unitaire, plusieurs de ces combats appartiennent à ce continent perdu ou oublié ou brouillé de notre histoire qui est le pré-1960. De quelle manière cette mémoire, j'ajouterais que la mémoire d'avant 60 est souvent réduite à une mémoire de curés pesants, d'un Duplessis autoritaire et tout ça. De quelle manière est-il possible de réarticuler les luttes historiques que vous avez évoquées, qui étaient des luttes qui portaient sur l'existence même de notre peuple, avec les luttes post-60 qui ont quelquefois cru que leur légitimité reposait sur le fait qu'elles ne devaient rien à l'avant 60? La question est immense. Je ne pourrais pas y répondre totalement. C'est néanmoins un boulot essentiel. Et avant de m'y attaquer, je rappellerai simplement à quel point il me semble essentiel que, avant de faire la leçon à qui que ce soit, que les Québécois, parfois les nationalistes québécois sont assez prompts à aller chercher dans l'histoire des exemples qui font leur affaire, avant
avant de faire la leçon à qui que ce soit, assumons l'ensemble de notre histoire. Et si on peut tirer notre épingle du jeu lors de cette année 2017, ce sera peut-être justement en montrant avec davantage de franchise, d'honnêteté, d'intégrité, que nous sommes prêts à assumer notre histoire et non pas à la cacher derrière des feux d'artifice. Vous pensez à quoi en disant ça, par exemple? Quelles sont les parties de notre histoire que nous peinons à assumer? Certainement, je dirais combien nous avons largué les francophones hors Québec. Je pense que ça fait partie là d'un exercice qui doit être mené, dont nous avons payé historiquement le prix, qui aura, selon moi, beaucoup contribué à miner le caractère national de la lutte pour la souveraineté du Québec. Lors des États généraux du Canada français en 1968, on a mené cette campagne-là visant à créer un nouveau peuple, le peuple québécois, en se disant que cette mutation-là, on pouvait l'opérer très rapidement au point de pouvoir larguer entièrement notre passé canadien-français. Je vais vous donner un exemple où ça l'a fait très mal. Pensons au référendum de 1980, celui dont on ne parle jamais et qui est une défaite affligeante et qui s'explique selon moi par un fait bien simple, c'est qu'en 1980, les Québécois sont encore minoritaires. Il y a encore à l'époque une majorité de Canadiens français. Cette mutation opérée depuis la Révolution tranquille, elle n'est pas complétée. Et lorsque les ténors fédéralistes en peuvent crier, c'est nous qui l'avons fait ce pays-là, nous sommes les fondateurs du Canada, il rejoint encore de larges pans de la société québécoise. Alors, c'est un des effets néfastes qu'aura eu cette rupture trop vive, trop brutale en 1960. Comme si nous avions confié au camp fédéraliste la part canadienne-française de notre identité. Nous l'avons abandonné, au même titre que le Haut-Canada, que le club de hockey canadien ou cette identité du Canadien errant, comme si les symboles n'avaient pas d'importance, comme si on pouvait s'en donner d'autres automatiquement selon l'ère du temps, alors que ces éléments-là, on le voit bien, s'inscrivent dans la durée et on ne peut pas les brader sans en payer le prix. Voilà le genre de travail qu'il faut opérer. Réhabilitation de nos symboles. Nous sommes aussi historiquement des Canadiens. Que dis-je? Nous sommes les premiers Canadiens. Et à ce titre, nous n'avons pas à abandonner un symbole dès qu'on sent que l'autre souhaite s'en accaparer. Je vais vous donner un exemple tout récent. Est-ce qu'on doit renoncer à notre paternité de la poutine puisque à Vancouver, il s'ouvre des Poutine House? C'est une question par l'absurde, mais qui pose parfaitement la question du bradage des symboles dans notre histoire et à quel point il s'agit pas de les renouveler à toutes les générations comme si les marques du passé étaient devenues inutiles. Christian Dufour disait dans son très beau livre Le défi québécois, fin des années 89 je pense, que le Canada s'était en bonne partie construit en siphonnant les symboles identitaires du Québec et les Québécois, les nationalistes québécois avaient tendance effectivement à sacrifier très rapidement un symbole siphonné en disant mais parfait, on va s'en faire un autre. Mais finalement, l'espace symbolique du Québec se vide de plus en plus, s'assèche de plus en plus et toute une mémoire qui pourrait nous conduire à l'affirmation nationale aujourd'hui est abandonnée parce qu'elle ne nous parle plus d'une manière ou de l'autre. Vous nous dites que l'autre 150e peut être l'occasion d'une mise à jour de nos représentations historiques, si évidemment il n'y aura pas de réponse définitive en 2017, mais si un lien devait être retissé au-delà de la question des francophones hors Québec entre l'avant et l'après 1960 dans la continuité des luttes nationales, quel serait ce lien indispensable? Est-ce qu'il est possible en fait d'accoupler ces deux mémoires, la mémoire de l'enracinement du Canada français, la mémoire de l'émancipation du Québec moderne, la mémoire de la survivance du Canada français, la mémoire de la libération du Québec moderne? Est-ce que ces deux mémoires peuvent s'emboîter politiquement ou est-ce qu'on est prisonnier d'une certaine façon de la rupture de 1960? Oui, c'est possible et l'angle qu'il faut privilégier a un prix. Ce prix, c'est de sacrifier un peu de notre québécitude. Le meilleur moyen de renouer avec nos racines et de partir à la rencontre des francophones à l'extérieur du Québec. Ça va vous paraître étonnant, mais de toutes sortes de manières, c'est ce qui parle aux jeunes. Les jeunes que je rencontre constitutionnellement dans mon enseignement, qui sont allumés sur la question nationale, c'est ceux qui ont séjourné à l'extérieur du Québec, qui ont évidemment fait face au phénomène de l'acculturation, etc., mais qui, plus généralement, ont aussi parfois rencontré des francophones à l'extérieur, qui se battent avec une vigueur désespérée. Hein. Ces fameux cadavres encore chauds sont toujours debout et sont un exemple extraordinaire de courage. Ils sont également une source de ressourcement. Il faut, une fois dans sa vie, assister au Festival des voyageurs de Winnipeg, de Saint-Boniface, pour voir des gens qui portent la ceinture fléchée avec une fierté, une lumière dans les yeux qu'on retrouve plus au Québec. Ils sont également les porteurs, par le biais de la culture métisse, mais également des Franco-Américains, d'une mémoire folklorique et traditionnelle qui est une grande source de raffinement
rafraîchissement. Alors qu'on dit souvent que les jeunes Québécois aujourd'hui n'ont plus de mémoire folklorique. On connaît cet événement souvent raconté par des professeurs. Un groupe de jeunes étudiants vont en Amérique du Sud ou ailleurs. On leur demande, les Sud-Américains font une chanson traditionnelle. On demande, vous, Québécois, pouvez-vous faire une chanson traditionnelle? Nous n'en avons pas et finalement on chante des générations. Alors cette mémoire de cette couche la plus profonde de notre identité ne se trouverait plus au Québec en quelque sorte, mais chez ceux que les Québécois auraient abandonnés. Dans votre exemple, c'est bien au contact de l'extérieur, c'est dans l'altérité qu'ils redécouvrent tout à coup, peut-être un vide, mais à tout le moins que la question surgit. La question surgit devant ce spectacle de la vacuité culturelle et surgit aussi lorsque l'on voyage. Ils aiment voyager et le voyage est une manière, évidemment à la fois métaphorique et réelle, là, est une manière extraordinaire de reconnecter avec ses origines. C'est par ce biais-là, en reconnectant, par exemple, les sorties qui ont le plus fonctionné à propos de l'autre 150e portaient justement sur des mains tendues envers ses frères et sœurs francophones qu'on a parfois un peu oublié dans la promotion du projet souverainiste québécois. Et c'est là que le prix à payer est terrible, puis aussi qu'il pose selon moi le cœur du problème du souverainisme en 2017, c'est-à-dire qu'un certain souverainisme semble sous l'impression que en s'allégeant de sa mémoire, en s'allégeant de sa nation, le Québec pourrait plus facilement défendre, légitimer son projet souverainiste. On est à la croisée des chemins sur ce plan, et je me prends parfois à dire tant pis pour le pays pourvu que survive la patrie. Ah oui, vous iriez jusque-là, vous ne croyez... Alors, une bonne partie du projet souverainiste contemporain, c'est penser sur le mode « le pays est indispensable à la patrie ». Vous croyez que cette espèce d'emboîtement naturel entre l'un et l'autre, ce n'est plus évident, ou à tout le moins, il faut peut-être déplacer l'accent du pays à la patrie pour être capable un jour de refaire le pays? C'est-à-dire on est peut-être au point où le pays commence à nuire à la patrie. Je vous ramène sur un instant sur le programme de l'autre 150e. Il y a cette idée finalement de conserver une mémoire typiquement québécoise de la Confédération. Et moi, c'est une chose qui me frappe un peu, c'est-à-dire quand, je l'évoquais tantôt, 1917, 1927, 1967, par exemple, la brochure de 1927 de l'Action française de Montréal, c'est les Canadiens français et la Confédération. Donc, on laisse entendre, on laisse comprendre nous ne sommes pas qu'un morceau de la Confédération, nous avons un rapport réel. Il y a le point de départ, il y a la nation et ensuite le régime politique sous lequel nous évoluons. Est-ce qu'on serait capable encore aujourd'hui de dire quelque chose comme le Québec à la Confédération, ou est-ce que les Québécois eux-mêmes n'ont plus cette espèce de conscience historique suffisamment forte pour être capable de faire un bilan du régime? Comme si le Canada était désormais naturalisé, comme s'il allait de soi, comme si nous ne nous voyions plus comme un régime politique dont on peut sortir éventuellement, ou à tout le moins qu'on peut critiquer. Oui, il y a deux choses. La première, c'est évidemment les fameux peuples fondateurs. Georges-Étienne Cartier s'en est fait le promoteur avec Langevin au lendemain de la Confédération. Il mettait beaucoup cette idée de l'avant d'un pacte entre deux peuples fondateurs, qui était en fin de compte une lubie, qui était une illusion réservée au Québec. Mais elle s'est maintenue de manière assez inusitée, cette mémoire-là. C'est par les manuels scolaires, l'enseignement de l'histoire du Canada au 20e siècle. Qu'elle soit nationaliste ou multiculturaliste ou fédéraliste, ça n'a pas beaucoup d'importance. Quand on ouvre chacun de ces manuels-là, ce qu'on constate, c'est qu'on parle de l'histoire du Canada et on ne parle que du Québec. Il y a au 20e siècle, je dis souvent la blague à mes étudiants qu'ils connaissent très mal l'histoire du Québec, ils connaissent encore plus mal l'histoire du Canada, OK? Et je leur dis toujours, vous connaissez 10 choses à propos du Canada, c'est les 10 capitales des provinces. Et qu'est-ce que ça a fait? On peut ironiser là-dessus. Mais un fait demeure, c'est que les Québécois, les jeunes Québécois ont construit l'idée que le Canada, c'est le Québec. Et que il y a une manière de faire l'histoire du Canada qui est proprement québécoise. Et indiciblement, ça contribue à le réhabiliter. C'est-à-dire qu'on a réussi à construire une idée que le Canada, c'est a donné le vote aux femmes en 1940, que le Canada a fait des révolutions tranquilles en 1960. Ça crée l'impression insidieuse que le Canada est tout compte fait le résultat de ce que les Québécois en ont fait. C'est un mythe qui est encore présent même politiquement quand on dit on va refaire le Canada, Justin Trudeau et ainsi de suite, on va imposer les valeurs progressistes du Québec au Canada. Reconnaissons-le, que le Québec a fourni à Ottawa des chefs d'État de haut niveau, là, peut-être les meilleurs qu'il ait eu, là. Il nous reste à peine 1 minute 30 environ. Je me permets néanmoins une dernière question. Vous êtes professeur au Cégep de Montréal, vous enseignez à l'UQAM.
programme. Vos étudiants, sentez-vous chez eux, surtout au cégep en fait, parce que là c'est un cours, bon, tous finissent par passer par là. Sentez-vous un désir d'histoire du Québec chez eux d'une manière ou de l'autre? Les sentez-vous une mémoire non pénitentielle, c'est-à-dire une mémoire qui ne serait pas simplement on a fait du mal aux Amérindiens, on a fait du mal aux minorités, on a fait du mal aux orphelins du Plessis. Sentez-vous un désir d'appartenance historique néanmoins chez vos étudiants, ou est-ce que tout est à recréer de ce point de vue? Ils sont émancipés, là. Ils sont complètement, et je leur rappelle à la blague qu'ils ont traîné peut-être un anticléricalisme quasiment folklorique. Je leur rappelle qu'eux-mêmes ont très rarement croisé un curé, et puis ce qu'ils ont vu de plus catholique dans leur vie, c'était sans doute un animateur de pastoral très sympathique. Et ils le reconnaissent d'emblée. Le problème est moins là. Ils sont complètement libérés. Ils sont complètement décomplexés. Pour cette raison, ils traînent l'impression que tout leur est permis, tout leur est possible. Ça leur procure la fausse impression de sécurité, de puissance, de contrôle de leur propre vie. Ils sont tout compte fait enfermés dans leur petite bulle à l'heure actuelle. Et s'ils sont prêts pour entendre parler du passé d'une manière complètement émancipée, débarrassés des traces là de la génération des années 60, ils sont en revanche très perméables à un discours qui fait la promotion strictement de la liberté individuelle, des choix, que ces choix-là soient exotiques ou mus par la simple recherche du confort et du plaisir. Alors, sur ces paroles sévères et par ailleurs passionnantes, Gilles Laporte, je vous remercie infiniment pour votre passage à la Vie des idées. Alors, c'était Gilles Laporte, historien public. L'émission, bien évidemment, sera disponible sur le web dans les prochaines heures. Gilles Laporte, merci encore pour votre présence ici aujourd'hui. Un immense plaisir. Merci beaucoup.